l'Europe, Attal, qui est le porte-parole d'Emmanuel Macron, l'autre jour, il expliquait que désormais, plus de réduction du quota des visas pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, parce qu'ils refusent de signer les laissez-passer pour que la France expulse leurs ressortissants dont elle n'a pas besoin sur son territoire, chez eux. Alors, s'instaurent comme ça des rapports de force autour de la frontière. On voit à quelle sorte de marchandage peut donner lieu la frontière, des rapports de force. Et ça ne s'arrête pas simplement au niveau des pays de l'Afrique du Nord et l'Europe. Tout récemment, on le voit aussi avec la Turquie et la Grèce. On voit très bien comment la Turquie, qui est empêchée d'entrer dans l'Union européenne, pose ses conditions. Et là, pour revenir au cas du Maroc, tout récemment, en mai dernier, parce que le Maroc, comment on appelle, le responsable du Sahara occidental, le Sahara Polisario, là, sur lequel le Maroc revendique sa marocanité, a été admis en soins en Espagne. Quand les services de renseignement du roi ont découvert cela, ils ont remonté l'information au niveau du roi. Le roi s'est fâché, il a dit, vous verrez ce que ça fait de me négliger. Il a demandé à ses polices de balancer 10 000 mineurs marocains à l'Espagne. Donc, du 17 au 18 mai 2021, le Maroc a balancé 10 000 mineurs à l'Espagne. L'Espagne a paniqué, ils ont envoyé les chars. Mais seulement, il y avait des enfants, des bébés, et l'Espagne ne savait plus quoi faire. L'Espagne s'est retrouvée face à un chantage. Le Maroc a rappelé son ambassadeur. Ça fait monter la tension. Le leader du Front Polisario qui se soignait là-bas est rentré au Sahara. Il est parti se faire soigner en Algérie où il est décédé l'autre jour d'ailleurs. Et là, je ne sais pas si vous avez appris la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc suite à cette affaire. C'est pour dire combien des enjeux gravitent autour de la frontière et comment ces enjeux peuvent aller, comment la frontière peut donner lieu à des enjeux tellement élevés et les migrants se retrouvent au centre de, dans ces enjeux comme étant une force de pression pour les pays de l'Afrique du Nord sur l'Europe. Parce qu'entre autres, ce qui a énervé le Maroc, lorsque le Maroc a balancé les 10 000 migrants marocains à l'Espagne, c'est que l'Espagne s'est plaint auprès de l'Union européenne. Et le Maroc a considéré qu'une affaire bilatérale, l'Espagne n'avait pas à se plaindre dans le cadre d'un conflit bilatéral auprès de l'Union européenne, pour que ça devienne un conflit multilatéral, que le Maroc n'avait pas un conflit avec toute l'Europe, mais c'est avec l'Espagne. Et ce conflit-là a donné lieu à la fermeture des ports marocains et espagnols. Aujourd'hui, il est impossible de partir de la France par route traversant l'Espagne pour entrer au Maroc par voie terrestre. Impossible, parce que les deux pays ont fermé leurs ports, chacun campe sur sa position, c'est la guerre froide, et voilà. Le Maroc dit, quand les migrants subsahariens traversent, gardez-les, ne me les renvoyez pas, à la suite de ce conflit. Donc maintenant, quand les migrants subsahariens traversent, c'est traversé, c'est parti. Le Maroc, l'Espagne se débrouille avec eux comme il peut. Il n'a plus à dire que je les renvoie. Même si pour les 10 000 mineurs, le Maroc a accepté de reprendre 6 ou 7 000 ou 8 000 même. Mais les autres sont restés quand même en Espagne, ce qui embête quand même l'Espagne. Ce qui embête l'Espagne, parce que l'Espagne aurait bien voulu ne pas avoir se retrouver dans une situation comme ça avec des mineurs. Et le Maroc est très bien conscient qu'en procédant ainsi, il embête l'Espagne. Donc, voilà un peu comment les migrants se retrouvent utilisés, instrumentalisés autour de ces questions des frontières que l'Europe a pris au départ comme une affaire simple. Je te donne l'argent, tu surveilles mes frontières. Et tu gardes tous ces indésirables de ton côté, tu en fais ce que tu veux. Si tu les frappes, ce n'est pas un problème, c'est de la violence déléguée.
Jamais en Europe on ne va m'accuser, parce que ce ne sont pas dans tous les cas mes soldats qui frappent, ce sont les soldats de l'Afrique du Nord qui frappent. Et quand on dit qu'il y a des morts, les morts plaident aussi pour la pression. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand on dit qu'il y a les morts en Méditerranée, ça plaide pour la pression. Parce que l'Europe dit, vous voyez, il y a la pression. Ce n'est pas nous. C'est parce qu'ils viennent nombreux. Or, c'est faux. C'est parce que les États de l'Union européenne font tout pour entraver la circulation des migrants. Quitte à ce qu'ils meurent, quitte à ce que la mer Méditerranée devienne un cimetière, quitte à ce que les déserts deviennent un cimetière, ça, ce n'est pas un problème. On le voit avec la Libye qui est devenue un État, une zone de non-droit. Comment ça se passe? Ils sont toujours en train de réclamer de l'argent encore, donner encore, et encore, et encore, et encore. L'autre jour, je suivais un migrant, dit, mais il n'y a pas de centre de rétention à Libye, c'est des prisons. On nous met dans des prisons, on nous vend comme du bétail, on tape sur nous comme ils veulent. Leur problème, c'est le besoin d'argent pour acheter les armes et se faire la guerre comme ils se font entre eux. Voilà. Voilà un peu comment on peut... comment dire... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut clôturer? Je crois qu'on aimerait savoir un peu comment je suis parti du Maroc pour arriver en Europe. Je peux terminer par là. Mais alors, il faut dire qu'au Maroc, j'ai eu cette chance à Rabat, dès 2007, de tomber sur un groupe de recherche du collège coopératif qui travaillait en partenariat avec Caritas, qui était un organisme catholique bien connu en France. Et ils m'ont enrôlé dans une recherche qui visait les mécanismes d'installation des migrations subsahariennes au Maroc. Et puis plus tard, c'est le centre Jacques Berck qui fait partir de... qui est une, comment on dit, unité mixte de recherche du CNRS, le Centre national de recherche scientifique français, parce que, comme vous le savez, la France a des instituts de recherche dans tous les pays anciennement colonisés, et puis un peu partout dans le monde, quoi, pas simplement, puisqu'on retrouve aussi ça en Amérique latine, donc ce n'est pas seulement dans les pays anciennement colonisés, un peu partout, ça participe de la grandeur et de la puissance de la France. Donc, ce qui fait que l'un de ces centres au Maroc, qui est le centre Jacques Berck, m'a recruté en 2008 pour pouvoir travailler justement sur les mécanismes d'installation des migrations subsahariennes au Maroc. Ça m'a un travail que j'ai pu faire, que j'ai bien mené pendant 2 ans, qui a donné lieu à une production dans des ouvrages collectifs, dans, je crois, 3 ou 4 ouvrages collectifs, dont l'un a été publié en italien, en espagnol, en anglais et en français. À la suite donc de tout ce travail, le directeur de ce centre m'a dit, Jean, lui, il y a une école en France qu'on appelle l'école de hautes études en sciences sociales de Paris, qui forme les gens qui ont ton parcours, parce que cette école a une partie qui a été créée justement par les intellectuels comme Brodel et d'autres, qui avaient été comment on dit ça? Oui, déportés dans les camps allemands. Et dans ces camps-là, ils ont formé une espèce d'université là-bas. Et quand ils ont été libérés à leur retour, ils se sont dit, mais tiens, il faut qu'on ouvre une section dans cette école où les gens qui ont une expérience peuvent venir la développer, hein, peuvent venir la renforcer en apprenant la théorie, en apprenant à réfléchir sur cette expérience-là. Et c'est comme ça que moi je suis arrivé dans cette école, à l'UHSS de Paris, où j'ai été encadré par Michel Agier pour le diplôme de l'école et Père Aldic pour le master. Et par la suite, je suis venu à Rennes 2 pour le doctorat. Ça n'a pas été facile, hein. Il faut dire que j'ai beaucoup galéré après le master. Je me suis retrouvé sans papier, j'ai travaillé dans les ménages et autres. Je me suis retrouvé dans l'errance entre Paris, le sud de la France, Draguignan, Saint-Maximin, Vinon-sur-Verdon, et finalement Aix-en-Provence, où je voulais faire un doctorat en géographie. Ça n'a pas marché, et finalement je me suis retrouvé dans la Bretagne. Finalement, j'ai atterri en Bretagne en 2018, et je suis resté à Rennes 2
de 2018 à janvier 2021 sans papier. C'est grâce à mon avocate Sabrina Baudet, perspicace, forte, patiente comme elle est, qui ne m'a même pas demandé un seul sou. Ça, c'est mettre aussi à son actif. Elle ne m'a pas demandé l'argent. Quand je suis allé voir cette avocate, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle voulait comprendre mon histoire. Elle ne m'a pas demandé de l'argent. C'est après plusieurs mois, moi-même, j'étais surpris. À un moment donné, c'est moi qui lui disais, mais maître, je ne voudrais pas me retrouver avec une facture de 2 000 à 3 000 euros. Dites-moi, je dois vous donner combien? Et ce ne serait pas important. Ce qui importe, c'est d'abord qu'on vous obtienne un titre de séjour. On verra le reste plus tard. C'est quelque chose, une humanité qui est formidable, que je tiens toujours à saluer et à rendre témoignage, quoi, partout où j'ai l'occasion de le faire, pour dire qu'il y a des avocats qui sont vraiment militants et qui peuvent travailler, qui comprennent la situation des migrants, oui, et qui acceptent vraiment de se positionner en faveur de la libre installation partout, dans l'idée qu'il n'y a personne étranger sur la terre comme... comment il s'appelle? Fabrice le disait. Et le t-shirt de la CIMAD. Oui. Le t-shirt de la CIMAD. Comme il le disait en introduction de son propos, plus ma diétiste de recherche, Alexandra Fillon, qui m'a aussi beaucoup soutenu, parce que chaque fois que mon avocat lui demandait un papier, elle n'hésitait pas à écrire ou des informations, mon implication dans les études. Elle disait, Jean, lui travaille, mais seulement il est dans une précarité sans nom. Et face à cette précarité sans nom, comment avancer? Il ne peut pas aller au Maroc faire son terrain de recherche. Il est toujours enlisé dans cette précarité, cette misère. Bon, je ne sais pas comment tout cela va se terminer, mais c'est aussi un grand souci pour moi. Et alors, pour terminer, je crois que c'était le 19 juin 2019, à 10h, j'ai été arrêté au métro Jacques-Cartier et transféré au centre de rétention de Rennes. J'ai appelé l'université, j'ai appelé mon avocate. Il faut dire que j'avais le rendez-vous. J'avais un rendez-vous. Mon avocate m'avait déjà pris un rendez-vous à la préfecture pour le 12 août 2019. Je présente le rendez-vous à la police, à la PAF, la police aux frontières. La PAF appelle la préfecture dit que je ne figure pas sur leur liste. J'ai dit, mais donnez-leur mon nom. Le monsieur ne voulait plus m'écouter. J'ai dit, mais je n'ai pas fabriqué ça. Ils m'ont emmené directement. On m'a amené en centre de rétention. Je leur ai donc demandé, ils m'ont proposé un avocat ou une avocate. Je leur ai dit non, j'ai mon avocate qui a aussi ce rendez-vous. Appelez-la, et mon avocate était en audience ce jour-là. Elle a rappelé plus tard pour leur dire le rendez-vous est vrai. Parce que moi aussi je l'ai, c'est moi qui ai pris le rendez-vous. Lui ne pouvait pas prendre le rendez-vous. C'est impossible. Les migrants ne peuvent plus prendre les rendez-vous à la préfecture. Désormais, c'est le travail des avocats. Ce qui n'est pas inscrit lorsque nous prêtons serment. Bon, mais c'est comme ça. Tout est maintenant la dématérialisation et la complexification toujours des procédures, comment dirais-je, la complexification toujours sophistiquée et développée des procédures de la préfecture font que désormais les avocats sont relégués à prendre les rendez-vous à la préfecture. On dévoue, leur travail est comme ça dévoyé finalement. Et c'est donc grâce à mon avocate, grâce à l'université de Rennes 2, que j'ai été libéré. Et l'université de Rennes 2, devant cette émotion, devant l'émotion de la situation, m'a dit, bon ben voilà Jean-Louis, on vous propose de donner les cours durant l'année 2019-2020. Peut-être ça permettra à la préfecture, avec un contrat de travail, de vous délivrer un permis, un titre de séjour. La préfecture a demandé un CERFA, les papiers. Le président de l'université de Rennes 2 de l'époque a demandé à ses collaborateurs de faire le nécessaire. Ça a été fait, on a transféré à la préfecture, mais la préfecture n'a jamais délivré les titres de séjour pour autant. J'ai travaillé, on m'a remis le salaire, ils n'ont pas délivré les titres de séjour. Ils sont restés sur leur position. Quand mon avocate donc, a rassemblé tous ces éléments de preuve pour les attaquer au tribunal administratif à la fin de l'année 2020, la même semaine, ils ont dit non. Et ils ont dit oui.
la même semaine. C'est-à-dire mardi on disait non, vendredi on disait oui. Bon, c'est comme ça qu'avec l'aide de Sabrina Baudet, mon avocate, j'ai pu avoir ce titre, dont le parcours est celui du combattant. Ce n'est pas évident. Et je tiens à dire quelque chose, je crois, qui vaut la peine. Moi, je suis entré en France avec un visa long séjour et une bourse du ministère des Affaires étrangères français. Je ne suis pas entré en France en situation irrégulière. Donc, mon titre de séjour a donné lieu... non, mon visa long séjour a donné lieu à plusieurs titres de séjour, au moins 5 ou 6, qui faisaient qu'on pouvait, pour cela, me laisser tranquille. Quand je parle de l'instabilité, de l'impossible stabilité du migrant, c'est ça. Le migrant vit dans une instabilité pas possible. On fait tout pour qu'il s'avoue vaincu. C'est-à-dire que les institutions lui mènent une guerre qui ne fait pas de bruit. Une guerre qui vise à l'écraser, à l'amener à s'avouer vaincu, si possible même l'amener à quitter le territoire de lui-même pour rentrer. Mais malheureusement, quand on a déjà, comme moi, plus de 10 ans de présence sur le territoire, j'ai dit souvent, moi aussi je suis breton, je fais partie des Bretons de la diversité. Et je crois que j'accède ainsi à l'identité bretonne aujourd'hui. Je connais l'histoire de la Bretagne, je connais la France, j'ai des amis français. C'est parce que, malgré tout ce que la France, malgré tout, m'a appris à faire, elle ne me laisse jamais la possibilité de pouvoir, participer. Oui. Participer aussi. Parce que quand vous formez quelqu'un de la première année jusqu'en année de doctorat, mais donnez-lui la possibilité de participer. Vous le laissez sans papier. C'est pour qu'il fasse quoi? Pourquoi donc vous le formez? Et je n'ai pas été formé en France n'importe où. J'ai été formé à l'école de hautes études en sciences sociales. Je suis formé à l'université de Rennes 2, qui est une très bonne université. Aujourd'hui d'ailleurs, je ne peux pas terminer sans dire cela. Je pars au Canada en décembre parce que je suis admis en co-tutelle. Ma directrice qui me suit en ce moment et moi avons démarché une convention de co-tutelle avec l'université d'Ottawa. Donc je pars pour 3 ans. Et après je reviendrai en France. Donc, quand je regarde mon parcours, je me dis quelque part, l'État gaspille parce que quand je pars faire le terrain au Maroc, c'est l'État français qui paye. C'est l'État français qui sort son argent pour que je paye le billet d'avion, pour que je mange. Quand je pars par exemple faire une intervention dans une autre université, c'est l'argent des laboratoires. Ce n'est pas moi qui sors mon argent. Et je me demande donc comment on peut investir tant d'argent sur un individu et le maintenir en même temps dans la précarité. Comment est-ce qu'il peut faire valoir tout ce que la France, toute la formation que la France lui a donnée? Est-ce que cette formation-là, le seul mérite de cette formation, c'est d'aller faire les ménages? On ne forme pas des docteurs pour qu'ils fassent le ménage. On les forme pour qu'ils participent et qu'on dise, ce produit, c'est nous. Lui, là, c'est nous. C'est nous qui l'avons formé. Je crois au moins que c'est ça le mérite que les universités françaises tirent à former les francophones. Voilà. J'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Jean-Louis Ndongue, merci de ce récit, de ce témoignage qui est extrêmement précieux pour redire comment les syndicalistes de Force ouvrière n'accepteront jamais la précarité qui est faite aux migrants, comme nous ne l'acceptons pas vis-à-vis de la population en son entier, c'est la population qui est en France. Et ce témoignage est quand même extrêmement important. Pourquoi aujourd'hui les marchandises circulent plus facilement que les hommes, les femmes, les familles et les idées? C'est juste inconcevable, c'est juste inhumain. C'est une vie de qui-vive et de traque. Jean-Louis l'a très très bien dit. Et ça, on peut tout à fait faire autrement. Les syndicalistes militent pour un autre futur, tu le sais, Jean-Louis.
nous pensons, nous postulons qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer la logique de la prédation capitaliste qui mettent à genoux des peuples, qui mettent à genoux les femmes et les hommes, qui mettent en péril les enfants. Et bien évidemment que pour les syndicalistes, la justice sociale est au centre de notre questionnement et notre engagement pour la dignité humaine. Et à aucun moment, la question sociale ne versera dans la question identitaire ou nationaliste. Bien évidemment que la question sociale ne peut trouver que des solutions internationalistes. C'est pour ça que les syndicalistes ont été de ceux, avec Léon Jouot, qui est un des premiers présidents de l'OIT, Organisation internationale du travail. On dit bien les normes internationales du travail pour éviter partout dans le monde le dumping social qui se fait contre la vie humaine, qui se fait contre la dignité de la personne humaine, qui se fait dans une atteinte sidérante des différentes populations, de tout temps, en tout lieu, liberté de circulation partout dans le monde. Et bien évidemment, on fait notre le slogan No Border, arrêter les expulsions, interdiction des OQTF, interdiction des centres de rétention administrative, comme tu as pu l'évoquer, Jean-Louis, et nous continuerons de travailler en proximité avec le collectif des sans-papiers, avec l'Interorga de Rennes, avec le collectif Un Toit, c'est un droit, qui sont nos camarades, nos frères et nos sœurs de lutte. Merci Jean-Louis d'avoir répondu présent à notre invitation. Ce témoignage force le respect et combien la vie humaine est exemplaire, mais qu'elle pourrait être exempte de misère et de terreur et de traque. Merci Jean-Louis. Merci à toi, Jacques, et à force au